Saga présente Longévité et pleine santé, les secrets dévoilés des meilleurs ingrédients naturels du docteur Franck Gigon, élu par Jean-François Miot. À l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Rien n'est préférable à la santé, mais pour la conserver ou la recouvrer, n'écoutons que la nature. Reconnaissons que nos maux sont presque toujours notre ouvrage et qu'il nous serait facile de les éviter. Il suffirait pour y parvenir de bien se connaître soi-même, d'étudier nos points de contact avec tout ce qui nous environne, de calculer l'effet des aliments et des boissons sur notre organisme, l'influence de l'air que nous respirons. Joseph-Marie Audin-Rouvière, médecin. La médecine sans le médecin, 1794. On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. Jacques Prévert. Avertissement au lecteur. La seule vocation de cet ouvrage est d'apporter une information éclairée sur les maladies de civilisation, le vieillissement accéléré et les solutions naturelles potentielles pour les prévenir et les freiner. Le contenu de ce livre ne constitue en aucun cas une incitation à arrêter un traitement ou à le modifier et ne peut se substituer à une consultation médicale personnalisée. L'autodiagnostic et l'automédication comportent des risques. Les personnes ayant des antécédents médicaux et ou des traitements en cours sont appelées à demander un avis à leur médecin traitant. Les plantes médicinales, même alimentaires, et les micronutriments présentés dans cet ouvrage ne doivent pas être consommés sans avis médical. Si une personne sous contrôle médical reçoit des informations semblant contradictoires avec le contenu de ce livre, elle devra suivre les seules indications de son médecin. L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité concernant les conséquences auxquelles s'exposerait une personne contrevenant à ces règles fondamentales. Introduction. Sans conteste, l'histoire de l'humanité a été marquée au cours du dernier siècle par des évolutions considérables sur la qualité de vie. Après la Première puis la Seconde Guerre mondiale, les conditions socio-économiques et médicales se sont radicalement améliorées en Occident. Les progrès de la science moderne ont permis des avancées sanitaires déterminantes sur les risques infectieux, cardiologiques et particulièrement sur la prise en charge de l'urgence médicale, situation grevée antérieurement d'une très lourde mortalité. Ainsi, l'amélioration de l'hygiène en collectivité et dans les établissements de soins, l'avènement des antibiotiques, la lutte contre les pandémies et la révolution cardiovasculaire avec ses interventions novatrices ont eu pour effet une augmentation substantielle et sans précédent de l'espérance de la vie qui a doublé en moins de 150 ans. En un quart de siècle, plus de 1,1 milliard de personnes ont vu parallèlement leur niveau de vie grandir suffisamment pour échapper à l'extrême pauvreté. Bien sûr, on sait que de nombreuses inégalités demeurent et que la pauvreté en général est loin d'être éradiquée, mais il est convenu de penser que le progrès scientifique et technologique a jusqu'ici plutôt bien profité aux humains. Cependant, alors que la population mondiale semblait vivre mieux et plus longtemps, des pathologies se sont mises à prospérer et à s'amplifier dans les pays modernes industrialisés jusqu'à les caractériser comme un signe des temps. Certains scientifiques parlent même d'une véritable épidémie de maladies chroniques, responsables de souffrances, d'invalidité et de dépendance au décours. Même l'espérance de vie en bonne santé semble maintenant écornée par ce phénomène. La prévalence importante de ces maladies apparaît d'ailleurs comme une forme de paradoxe dans nos contrées pourtant dotées d'un haut niveau médical et technologique. Certes, grâce au progrès de la recherche, l'espérance de vie a sensiblement augmenté pour nombre d'entre elles qui étaient plutôt rapidement mortelles à l'origine en les rendant finalement chroniques, mais leur fréquence augmente de façon inquiétante et constamment, hausse de la morbidité, avec des répercussions humaines dramatiques et très lourdes sur le plan économique pour les sociétés. La science moderne s'est incontestablement focalisée sur le traitement des symptômes et des complications des maladies de civilisation en mettant de côté trop souvent leurs causes. Nous allons donc voir ensemble les processus biologiques communs et les situations qui concourent à altérer insidieusement nos vies occidentales, supposées encore qualitatives et pérennes. Nous verrons surtout qu'il existe des réponses efficaces complémentaires sur ces processus se situant en dehors du champ des traitements conventionnels. Supportée par de nombreuses publications, la science des plantes médicinales, la phytothérapie moderne et celle des micronutriments viennent ici à notre rescousse. Vous avez dit maladies de civilisation ? Comme leur nom le suggère, les maladies de civilisation frappent par définition les pays développés et industrialisés. Elles existent peu à contrario dans les régions rurales du monde restées sur un mode de vie ancestral ou traditionnel.
Les maladies de civilisation désignent majoritairement les affections chroniques de moyenne et de longue durée, plus ou moins affligeantes, grevées d'un coût humain et économique très important pour les sociétés. Parmi elles se trouvent les maladies cardiovasculaires, hypertension, artériosclérose, les maladies du métabolisme, diabète, obésité, les maladies de l'immunité, rhumatisme inflammatoire et affections respiratoires chroniques, pathologies auto-immunes, allergies, etc., les maladies dégénératives, rhumatisme, affections neurologiques et sensorielles, cancer. À la lecture de cette liste étourdissante non exhaustive, on a l'impression que presque toutes les pathologies affectant l'humain y sont représentées, ce qui n'est finalement pas très loin de la vérité. On les relie souvent à l'abondance offerte par nos sociétés modernes et au mode de vie consumériste en rapport. Le genre, l'âge, l'alcool, le tabac, les antécédents familiaux, la sédentarité, l'excès de cholestérol, l'obésité sont les facteurs de risque conventionnellement reconnus pour les maladies de civilisation. Dernièrement, la pollution atmosphérique vient, enfin, de faire son entrée dans cette liste. Certains experts résument lapidairement le boom des maladies de civilisation par la simple augmentation de l'espérance de vie, qui leur laisserait le temps d'apparaître avec leurs complications sur un terrain familial sensibilisé et un mode de vie à risque. Mais si vivre plus longtemps nous y expose effectivement davantage, cet argument reste largement insuffisant pour expliquer pourquoi la pédiatrie est, par exemple, de plus en plus concernée par les maladies de civilisation, cancer, pathologies auto-immunes, diabète, allergies, obésité, en touchant les enfants dès leur plus jeune âge. On ne peut évidemment pas reprocher à nos chères têtes blondes d'avoir déjà un passé toxique. Surtout, cette vision incomplète des choses passe sous silence les ressorts biologiques communs et reconnus de toute maladie de civilisation, accessibles pourtant à une prévention et à des prises en charge plus personnalisées. C'est d'ailleurs pour cela qu'une maladie de civilisation représente souvent un facteur de risque pour une autre. Par exemple, être diabétique ou obèse expose encore plus une personne au risque cardiovasculaire ou au cancer. Il faut comprendre que non seulement la pollution de l'air, celle de l'eau et des aliments, mais aussi l'excès de poids, le manque d'activité physique régulière, une nourriture transformée et pervertie, certaines addictions, les émotions négatives en répétition et le stress psychologique chronique sont les autres déterminants puissants identifiés dans la genèse et l'entretien des pathologies de civilisation. Facteurs qui devraient donc être pris également et systématiquement en considération dans la gestion de tout patient. Il est certes impossible de modifier l'âge ou le genre d'une personne, mais tous les autres facteurs de risque cités sont accessibles à des changements volontaires par différentes approches nutritionnelles, comportementales et émotionnelles comme nous l'exposerons. État des lieux sanitaires. Les maladies de civilisation représentent maintenant la première cause de mortalité et de morbidité dans le monde, à tel point que chacun peut se demander s'il traversera sa vie sans en contracter une. Ces pathologies sont en augmentation constante dans les pays développés et industrialisés et s'étendent rapidement aussi vers les pays en voie de développement dont la population adopte malheureusement le même style de vie mais en situation de précarité. En Asie et sur le continent africain, on a assisté depuis 50 ans à des mouvements massifs des populations rurales exsangues vers les villes pour se nourrir et trouver du travail. Ces phénomènes engendrent une densité humaine importante dans les mégapoles et leurs périphéries, consommant massivement des produits typés occidentaux comme les sodas, le snacking, les cigarettes et l'alcool, sur fond de stress et de pollution industrielle peu ou non régulée. Ajoutons à cela une tendance forte des nouvelles générations pour la tentation occidentale avec un abandon des principes traditionnels protecteurs de la santé, tels que la simple préparation des repas par exemple. De nos jours, la surconsommation s'avère donc souvent plus mortelle qu'une pénurie totale. Les pays riches et ceux en cours de développement sont donc tous, sans exception, frappés par les maladies de civilisation en constante progression. Une situation sociale défavorisée majore non seulement la fréquence mais aussi la gravité de ces maladies par défaut de soins. Ainsi, les maladies de civilisation mal ou non soignées dans les pays émergents, mais aussi dans les couches sociales défavorisées de pays pourtant développés, génèrent plus de mortalité avec un passage à la chronicité qui s'en trouve fortement réduit. Résultat, ces populations ne bénéficient pas ou peu de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, tout en étant frappées de ces nouvelles pathologies pour eux. Focus sur les principales maladies de civilisation. Les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux constituent la première cause de mortalité chez les femmes et la deuxième chez les hommes. Cela représente en France 1 million de patients hospitalisés en 2016. Le diabète, lui, concerne 5% de la population française et sa prévalence est en hausse constante et rapide.
3,3 millions de personnes ont été traitées pour la maladie diabétique en 2015. Cette affection est potentiellement sévère du fait des complications multiples qu'elle occasionne: cardiovasculaires, ophtalmologiques, neurologiques, cutanées, rénales. Le coût de la prise en charge du diabète atteint actuellement 5% de l'ensemble des dépenses de soins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 39% des adultes dans le monde sont en surpoids et 13% sont obèses. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. En France, 54% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids ou obèses, avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25. En d'autres termes, 4 Français sur 10 sont trop gros ou franchement obèses malgré la mise en place des plans nationaux nutrition santé, PNNS, itératifs. La prévalence du surpoids augmente bien en grandissant avec actuellement en France 18% d'enfants en surpoids, dont environ 3% d'obèses. Le surpoids contribue fortement avec le manque d'activité physique à la progression du diabète et des maladies cardiovasculaires, de l'apnée du sommeil, de l'usure du foie et des reins, des troubles articulaires et de la maladie cancéreuse. Toujours selon l'OMS, le fardeau mondial du cancer a aujourd'hui atteint 18,1 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de décès en 2018. Un homme sur 5 et une femme sur 6 dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie et un homme sur 8 et une femme sur 11 meurent de cette maladie. Les nouvelles données montrent que la plupart des pays sont toujours confrontés à une augmentation du nombre absolu de cas diagnostiqués. Les maladies auto-immunes toucheraient maintenant 8 à 10% de la population mondiale, dont les femmes à 80%. La raison peut être due aux hormones sexuelles féminines. Elles sont considérées comme des pathologies multifactorielles avec des facteurs de risque dont les gènes, le microbiote intestinal, le système hormonal et l'environnement. En un demi-siècle, la maîtrise des maladies infectieuses par les progrès sur l'hygiène et l'antibiothérapie a été suivie parallèlement de l'envolée des maladies auto-immunes pendant cette même période dans les pays occidentaux. Une relation de cause à effet est à l'étude, mais une modification de l'équilibre du microbiote intestinal est suspectée. Il est de plus en plus prouvé également qu'un excès de sel affecte le système immunitaire et pourrait être considéré comme un facteur de risque de maladies auto-immunes. Or, l'excès de sel est une caractéristique avérée de l'alimentation occidentale. Les maladies neurodégénératives représentent un défi mondial pour le système de santé et la politique de recherche. Plus de 850 000 personnes sont touchées en France par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, 200 000 par la maladie de Parkinson et plus de 100 000 touchés par la sclérose en plaques. Dans moins de 5% des cas, la maladie est due à une mutation dans un gène pouvant être transmis à la descendance. Les 95% restants sont des cas dits sporadiques. Les patients n'ont pas d'antécédents génétiques familiaux et l'atteinte provient alors soit d'une mutation spontanée, soit de facteurs environnementaux. De récentes études épidémiologiques suggèrent notamment que les pesticides contribuent au développement de maladies neurodégénératives comme les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. D'autres travaux incriminent également les métaux lourds, certains médicaments, des drogues addictives et même des virus. Et bien entendu, ces facteurs pourraient probablement se combiner entre eux. Politique, déni et inertie. Les gouvernants n'ont toujours pas pris les véritables dispositions pour se saisir des maladies de civilisation dans leur ensemble et les endiguer. Pourtant, c'est 10% du PIB des pays de l'OCDE qui est dépensé en traitement. Cette relative inaction s'explique par la remise à plat nécessaire de nos modes de consommation dans nos sociétés. Ce choix courageux et salvateur s'oppose évidemment au mythe de la sacro-sainte croissance éternelle, fondement de l'économie mondialisée et du système politique en place qui en dépend. Pour certains experts, c'est même pire, car ils savent et laissent faire afin de laisser prospérer l'agrobusiness et l'industrie pharmaceutique. Pour ne pas tomber dans une théorie du complot, rappelons qu'il existe bien des campagnes de santé dans de nombreux pays développés pour lutter contre la sédentarité, le surpoids, le diabète ainsi que des plans cancer itératifs, mais les investissements financiers consacrés sont largement insuffisants au regard des enjeux de santé publique. Surtout, les programmes déployés visent l'amélioration des conditions de vie et le pronostic des patients, réseau, circuit ville-hôpital, ce qui est bien entendu indispensable, mais la prévention des maladies de civilisation qui empêcheraient leur émergence n'est quasiment pas abordée. On comprend ici que la recherche médicale subit l'inertie d'un système qui n'est pas prêt à changer pour lutter contre les vraies racines du mal et qui pourtant afflige les populations. Une origine commune. L'inertie politique n'est pas le seul obstacle à la prise en considération générale des maladies de civilisation.
La pensée médicale occidentale souffre également d'au moins 3 biais cognitifs empêchant d'autant l'acceptation du phénomène. Le premier est de toujours séparer pour mieux comprendre, avec le risque permanent de ne plus avoir de vue d'ensemble. Le deuxième est de réduire la résolution de tout problème médical par le recours unique aux molécules de synthèse, à la chirurgie ou à la technologie. Et le dernier est de s'employer à soigner plutôt que de prévenir le mal. Toute pathologie est alors immanquablement abordée et traitée au travers de ces pratiques idéologiques à l'origine, il faut quand même le reconnaître, de progrès déterminants en matière de santé. On comprend que la complexification de la recherche a fragmenté au cours du temps la médecine en de nombreuses disciplines. Cela a même contribué à créer des spécialités à l'intérieur d'une seule, comme en atteste la rythmologie, spécialité d'un cardiologue dédiant uniquement son exercice au traitement des troubles du rythme du cœur par exemple. Les maladies de civilisation ont donc été naturellement catégorisées dans différentes spécialités médicales et traitées séparément par discipline comme si elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Cela a pour fâcheuse conséquence de ne plus avoir ce que les anglo-saxons appellent « the big picture », la vue d'ensemble littéralement, c'est-à-dire cette capacité à comprendre des problèmes de santé différents mais possiblement interconnectés en élargissant la capacité de réflexion. Même si la médecine interne et la médecine générale existent avec une approche synthétique de la santé, notre conception scientifique occidentale nous éloigne de fait d'une véritable vision globalisante, le manque d'interdisciplinarité étant d'ailleurs souvent déploré dans les milieux scientifiques et notamment le médical. Il est également admis que notre culture médicale occidentale reste encore trop basée sur le soin et peu sur la prévention. Reconnaissons que notre formation universitaire nous apprend à intervenir principalement une fois que la maladie est diagnostiquée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.